On va continuer dans l'enthousiasme, puisqu'on a eu la chance d'avoir un banquier central enthousiaste, profitons-en. Donc on continue, on va parler du nerf de la guerre, la finance. Cette finance dont le gouverneur de la Banque de France disait qu'elle a, depuis 3 ans, évolué de manière extraordinaire en matière de prise en compte du risque climatique. Donc votre groupe de travail que vous avez co-présidé, Marie-Claire, a beaucoup travaillé, manifestement. Vous avez fait 6 propositions, mais je crois que vous avez, je ne sais plus combien de propositions par ailleurs. Donc vous avez résumé en 6 propositions. On va commencer à les examiner avec vous. Éric Lombard présentera une partie des propositions qui ont trait plus aux investisseurs. Vous, ça a plus trait aux entreprises. Donc la première proposition, c'est, si je comprends bien, définir une trajectoire d'alignement des activités des entreprises avec la neutralité carbone en 2050 et conditionner les subventions à ça. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et en attendant qu'Éric Lombard nous rejoigne, peut-être quelques petits mots de méthodologie sur ces propositions, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir animer donc, ce groupe sur la finance responsable avec la CDC. Et je voudrais vraiment dire, comme les orateurs précédents, que les propositions que nous faisons sont le fruit d'une réflexion collective où nous avons eu la chance d'avoir une dizaine d'experts et de professionnels de la finance responsable. Donc on a eu à la fois groupe de travail collectif, mais aussi pas mal d'entretiens bilatéraux. Donc je voudrais les remercier tous et toutes pour leur implication, parce qu'on les a challengés pas mal. Effectivement, il y a eu de nombreuses propositions qui vont au-delà des 6 que nous allons mettre en lumière ce matin avec Éric Lombard, mais peut-être vous dire que toutes ces propositions ont un double fil conducteur. Le premier des fils conducteurs est vraiment de dire que si on veut une transition écologique pleine et entière et également une transition solidaire, il faut que l'ensemble des acteurs de la finance soient impliqués sur le sujet. Donc c'est pour ça, vous avez peut-être vu, pour ceux qui ont lu le document, que ces propositions, elles concernent aussi bien l'État, l'échelon européen, les entreprises, mais également les citoyens via l'épargne. Et puis, le deuxième fil conducteur, on a essayé en fait d'être à la fois pragmatique et opérationnel, et en même temps, parce que je crois que c'était le rôle qui nous avait été assigné par Romain Mouton, de pouvoir essayer d'aller aussi plus en avant ou de proposer en fait aussi des systématisations sur des choses qui peuvent exister. Donc, si je réponds par rapport un petit peu à ces 3 premières propositions et vous le lanciez, effectivement, il nous semble aujourd'hui, donc dans une des propositions, important que soit associé, quand il y a une subvention, qu'elle soit de nature européenne, qu'elle soit de nature nationale, qu'elle aille aux collectivités territoriales ou qu'elle aille aux entreprises, et bien qu'en contrepartie, on s'assure qu'il y ait bien l'élaboration d'une trajectoire d'alignement avec des scénarios de soutenabilité à moyen terme, que ce soit de l'entreprise ou de la collectivité territoriale, et avec cette neutralité carbone à échéance de 2050. La deuxième des propositions que nous faisons, et alors j'ai bien entendu, et on parle carbone, et j'en suis ravie, parce que je pense que c'est essentiel. Simplement, aujourd'hui, et grâce aussi à ce qui a été fait par la COP21, quelque part, le diagnostic sur le carbone et le fait d'agir sur le carbone, je ne veux pas dire ça devient une évidence, mais en tous les cas, dans le discours, c'est évident. En revanche, quand on parle d'environnement, parfois les écosystèmes, la biodiversité, etc., restent les parents pauvres d'une approche un peu holistique sur l'environnement. Donc c'est pour ça que le groupe a souhaité pousser à l'intégration des critères de préservation des écosystèmes, qui sont qualité des sols, impact sur l'artificialisation et tous les sujets que l'on met derrière la biodiversité, dans les grilles d'analyse ESG des investisseurs en fonds propres, et dans la définition des investissements qui se déclarent et se réclament verts ou durables, pour que certes la dimension gaz à effet de serre soit inclue, mais pas uniquement.
Et puis le dernier sujet, la ministre l'a repris ce matin, donc je pense que le groupe de travail, et je sais qu'un autre groupe de travail l'avait aussi mentionné, on en est déjà ravis, c'est que pour inciter concrètement les collaborateurs, que ce soit au sein des institutions financières ou que ça soit dans les entreprises, il faut vraiment qu'eux aussi comprennent que les performances financières sont évidemment essentielles, hein, nous ne sommes pas tous des associations, mais qu'à côté des performances financières, les performances extra-financières sont aussi essentielles. Et donc c'est pour ça que l'on propose de mettre en place une structure de rémunération plus incitative et qui inclut à la fois des objectifs extra-financiers, aussi bien dans l'évaluation des managers que le plus largement possible des collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on propose, alors c'est vraiment pour mettre sur la table, on peut aller plus loin, hein, donc s'il y a des entreprises qui sont plus ambitieuses, welcome, mais que s'agissant du bonus, 30% du bonus soit lié à l'atteinte des objectifs RSE ODD, bien évidemment à définir en fonction de l'institution financière ou du business fait par l'entreprise, et que aussi sur les plans d'investissement long terme, l'entreprise dans son ensemble se fixe des critères et par exemple l'atteinte de 70% des critères RSE ODD. Donc là, on fixe plutôt un cadre. Bien évidemment, il faut une granulométrie plus fine en fonction du collaborateur, du niveau de management et du business de l'entreprise. Mais ça nous semble au niveau du groupe des mesures tout à fait possibles de mettre en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se fait en matière de rémunération, de bonus et de prise en compte de la RSE chez Kering? Donc je rappelle que Kering, c'est quand même l'un des plus grands groupes de luxe mondiaux qui a notamment les marques Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga. Donc c'est vraiment très important. Et vous avez été notamment vous avez lancé le Fashion Pact avec le président de la République qui était... il se trouve que donc c'est quelque chose qui vise à ce que l'industrie textile-habillement soit en alignement avec les préoccupations environnementales. Et je ne sais pas si la salle le sait, mais on dit que le textile-habillement est la deuxième industrie la plus polluante du monde, ce qui est quand même assez surprenant quand on voit ces chiffres. Alors, je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Je suis la seule femme, mais je ne veux pas être uniquement à monopoliser. Donc, on a une autre entreprise privée à côté, donc on pourra. Peut-être que la BUI a des... Rapidement, en matière de rémunération, on fait des choses aussi. Effectivement, s'agissant de Kering et des rémunérations, encore une fois, ça a été dit en introduction ce matin par Romain, il est important qu'il y ait une gouvernance qui soit très forte dans l'entreprise pour que la vision et la stratégie en matière de développement durable deviennent réalité. Et dans les outils en fait, de gouvernance, un des outils qui semble essentiel, c'est la structure de rémunération. Et donc nous, depuis de nombreuses années, nous avons en fait lié les bonus, donc la rémunération variable, non seulement à l'atteinte de la performance financière, mais également de la performance extra-financière, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le leadership groupe de Kering est concerné par cette mesure. Et encore une fois, pour moi, ce qui est important, pour pas que ça soit de vagues déclarations et qu'il n'y ait pas un côté opérationnel, chaque business unit que nous, on appelle marque, vraiment descend dans le détail. Donc, certains, ça va être peut-être un axe sur le cachemire. D'autres, ça va être simplement sur l'approvisionnement en or éthique. Un autre, ça va être d'augmenter son tannage sans métaux lourds. Et sur le Fashion Pact, donc, qui a été, je crois, une initiative véritablement historique. Hein, alors, on utilise beaucoup historique, mais je vous assure que c'est quelque chose d'historique. Le président Emmanuel Macron a effectivement confié la responsabilité à François-Henri Pinault de créer une coalition d'entreprises qui veulent agir tout particulièrement en matière environnementale et qui montrent qu'aux côtés des États, des gouvernements et des politiques publiques essentielles qui sont mises en œuvre, le secteur privé peut se mobiliser. Et alors, je ne sais pas si on est le deuxième ou pas le deuxième, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes un secteur, le secteur textile, qui est polluant, donc on doit agir et prendre notre responsabilité. Et aujourd'hui, c'est assez formidable parce que cette coalition, c'est plus de 250 marques, c'est plus de 35% en termes de volume de produits mis sur le marché. Nous avons des Américains, des Chinois, des Français, des Italiens, du luxe, de la fast fashion, etc. Et tout le monde est mobilisé pour agir. Et si justement les financeurs et les institutions
institutionnels de la finance regardent ces critères-là dans ces entreprises qui sont cotées, ça ne pourra faire que motiver les uns et les autres à aller encore plus loin et plus vite. Merci beaucoup. Je laisse le coprésident maintenant du groupe. Nous avons la chance d'avoir l'arrivée d'un grand institutionnel de la finance, puisque Éric Lombard, vous êtes le patron de la Caisse des dépôts. Et donc, si vraiment il y a un investisseur institutionnel en France, c'est la Caisse des dépôts. Vous prenez en charge les propositions liées aux investisseurs dans du groupe de travail. Oui, alors d'abord, désolé de ces quelques minutes de retard. J'ai un mot d'excuse qui, j'espère, sera accepté à Giverny. C'est que j'étais sur une magnifique opération cœur de ville à Louviers. Voilà, et on a eu quelques minutes de décalage dans le transfert. Effectivement, je suis chargé de rapporter 3 des conclusions du groupe de travail. La première qui est en matière d'investissement, le comply or explain en français, tout le monde comprend ce que ça veut dire, qui est un principe auquel je veux dire je suis très attaché. Je vais juste vous donner un seul exemple, je sais qu'on doit être bref à ce stade, mais c'est non pas facile, mais assez rapide de transformer un portefeuille d'investissement en vendant des titres qui ont des activités carbonées. C'est plus compliqué, mais en fait plus efficace, me semble-t-il, en tout cas dans certains cas, d'utiliser notre position d'actionnaire pour inciter les entreprises en question à accélérer leur transition énergétique et écologique. Bon, simplement, il faut l'expliquer et ça peut retarder la décarbonation du portefeuille. Le deuxième principe, c'est de rendre obligatoire la publication d'un bilan carbone tous les 2 ans sur tous les scopes. 1, 2, 3, parce que scope 1, c'est facile, comme on sait. Ça me paraît pour les grandes entreprises un élément absolument essentiel, parce qu'on sait très bien que le public est de plus en plus attentif à ces sujets-là. Et donc le fait de rendre public ce que l'on fait, c'est une incitation forte à accélérer la participation à la transition écologique et énergétique. Et puis, le troisième thème que je vais rapporter ce matin, c'est de demander aux investisseurs de définir une cible en termes de part verte dans leur financement. Ça paraît à la fois nécessaire, mais on voit bien, on a le débat d'ailleurs sur le plan de relance, et j'y reviendrai dans quelques minutes. En réalité, l'urgence de la transition écologique énergétique est telle que c'est toujours dangereux de ne pas avoir d'avoir des investissements qui ne contribuent pas à cette transition écologique énergétique. C'est que même sur le financement d'une entreprise généralement quelconque, il faut profiter de son rôle de financeur ou d'actionnaire pour inciter à la transition écologique. Donc la réponse simple, c'est que cette part verte, en fait, elle doit tendre vers les 100%, mais ça c'est une réponse un peu facile, surtout pour un public comme le vôtre. Mais donc on publie, suivant la taxonomie européenne, des critères sur la part verte des investissements, me paraît également un élément très important. Voilà pour les 3 points de ces groupes de travail auxquels je n'ai pas participé, mais dont on me dit qu'il a été très riche. Merci beaucoup. Antoine Cyr, merci d'avoir quitté les plateaux de cinéma pour nous. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, Antoine Cyr a été Antoine, le fils de Jean-Louis Trintignant, dans les 3 versions d'Un homme et une femme, en 66, en 86 et en 2019. Mais vos talents ne se limitent pas au cinéma. Puisque vous avez participé au groupe de travail, qu'est-ce que vous en retenez de plus important ? Je pense que ce que Éric vient de dire à l'instant, c'est-à-dire le fait que c'est plus facile de sortir complètement de quelque chose que d'exercer une influence transformante, je pense que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, notre rôle numéro 1, le rôle des financiers, ça va être vraiment de faire que grâce à nous, la transition se déroule plus vite que si on n'avait pas été là. Et donc ça va supposer qu'on exerce un travail d'influence qui soit un travail extrêmement important. Est-ce que, Ambroise Fayolle, vous n'avez pas quitté les plateaux de cinéma, mais vous avez quitté le plateau de Luxembourg? Le plateau des Kirchberg, oui. Voilà, donc manifestement, il n'y a pas de... François. Il n'y a pas de quarantaine pour venir de Luxembourg, ce qui est une chance pour nous, puisqu'on vous a avec nous. Est-ce que la BEI peut jouer un rôle d'influence sur les projets qu'elle finance? Alors, donc la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Europe. Oui, nous on est une banque publique, hein, donc nos actionnaires sont les États membres de l'Union européenne.
Et on suit donc des objectifs de politique publique qui sont appliqués à des investissements. Et on a pris l'année dernière, à la fin de l'année dernière, une série de mesures extrêmement ambitieuses pour devenir, ou en tout cas s'engager dans la voie d'être ce qu'on appelle la banque du climat. Alors la première mesure qu'on a prise, c'est d'arrêter, et dans ce sens, on n'est pas dans la transition, nous on a arrêté le financement de projets d'énergie fossile. Alors, on ne faisait plus déjà de projets ni pétrole ni charbon depuis longtemps, mais on a pris la décision d'arrêter les projets gaziers. Ça a été très discuté, ça a été très critiqué par certains. C'est sûr que c'est plus facile de le dire dans une audience qui parle français que dans une audience qui parle polonais ou italien. Mais cette décision a été prise, et en même temps qu'on a pris cette décision, on a pris des décisions d'augmenter l'accompagnement des pays pour lesquels la transition va être plus difficile, et en particulier à l'est de l'Europe. Alors la deuxième décision qu'on a prise, c'est une décision quantitative, c'est de dire on a aujourd'hui un objectif qui est le seul qui est fixé par notre conseil d'administration, qui est 25% de nos financements sont affectés au changement climatique. Et en fait, ce pourcentage va être doublé à horizon de 2025 pour passer à 50%. Alors, quand on est une banque qui fait à peu près 60 milliards d'euros de financement par an, donc on va passer de 15 à 30 milliards d'euros en 5 ans. C'est donc un changement considérable qui est vécu par tel, d'ailleurs, par les équipes de la BEI, qui sont à la fois enthousiastes et en même temps très préoccupés de savoir comment on va mettre en place cette montée en puissance, que ce soit sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur l'innovation appliquée au climat, etc. Vous avez renforcé les équipes, l'expertise en matière d'examen de ces projets, oui. Oui, très clairement. Oui. Et puis, dernière chose qu'on a décidé de mettre en place, c'est à la fin de cette année que l'ensemble de notre activité, et donc à partir de 2021, soit complètement, comme on dit, aligné sur les accords de Paris. Donc en phase avec la stratégie bas carbone. Et ça, quand on l'a décidé, on savait que ça serait pas facile parce que c'est un exercice très lourd, mais je pense qu'on avait sous-estimé c'est un exercice extrêmement lourd parce que ça veut dire, au-delà du fait qu'on va augmenter le pourcentage de ce qu'on fait qui est cohérent avec les objectifs climat, ça veut dire qu'on est capable de regarder chaque politique qu'on fait et est-ce qu'elle est en ligne avec la trajectoire de... nous, on applique ça surtout sous l'angle de « do not significantly harm ». Donc, est-ce que c'est en ligne avec la trajectoire de Paris? Et si je peux vous donner peut-être un ou deux exemples, qu'est-ce que ça veut dire sur la politique de transport de la BEI? La BEI est une grande banque d'infrastructures. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter le financement des routes? Quand on a interrogé, on a lancé un exercice public auprès des acteurs extérieurs, donc les ONG et les entreprises, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, bah oui, il faut arrêter complètement le financement des routes. C'est un débat qu'on va avoir avec nos actionnaire. La réponse n'est pas forcément évidente. Les aéroports, ce sera pareil. On a un autre sujet qui va être abordé assez vite, qui est est-ce qu'on applique de la même façon les règles, est-ce qu'on applique ces règles qui sont des règles très ambitieuses de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne? Ça non plus, la réponse n'est pas forcément évidente. Et puis on va avoir un débat qui va à mon avis être très intéressant, mais qui est très lourd, sur le prix du carbone qu'on applique à nos projets. Et quelles conséquences ça a, en positif et en négatif d'ailleurs, sur des projets qui vont devenir tout d'un coup, le niveau de rentabilité ne sera plus suffisant, ou d'autres qui, à l'inverse,
vont devenir rentables alors qu'ils ne l'étaient pas avec le prix du carbone qu'on a aujourd'hui, nous, dans nos calculs. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont lourds, sur lesquels on travaille et où on a comme objectif, d'ici la fin de l'année, de pouvoir présenter quelque chose d'ambitieux. Sur le financement des routes, effectivement, dans le plan de relance du gouvernement, il y a quasiment rien sur la construction de nouvelles routes. Oui, alors en plus, c'est vrai qu'en France, on est dans une géographie où le niveau est assez développé, oui. Mais il y a d'autres géographies où cette problématique se posera de manière beaucoup plus sensible. Alors, je voulais juste dire, avant de dire peut-être 2 mots de conclusion, mais juste dire 2 choses sur les propositions que je trouve extrêmement intéressantes et qui ont fait beaucoup réagir les équipes à la BEI. Donc, je me fais un peu le porte-parole de ce que j'ai entendu de mes collègues. Première chose, d'abord, nous, on pense qu'il va être très important. Nous, ce qu'on va essayer de plaider, c'est d'abord d'être pionnier parce qu'on est une institution publique et parce qu'on pense que c'est très important de pouvoir montrer la direction, accompagner les actions des autres, que ce soit les banques centrales, que ce soit les pouvoirs politiques, pour pouvoir essayer d'être vraiment engagés et déterminés dans ce qui est une politique publique majeure. Et dans lequel l'Europe vraiment montre l'exemple. Deuxièmement, on va essayer de plaider pour étendre le plus possible le nombre des institutions qui vont avoir à mettre en place ces stratégies-là. C'est-à-dire non seulement les institutions financières, mais aussi les corporates, sans doute les mid-cap. Pour les PME, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus nouveau. Mais c'est aussi ça qu'il va falloir essayer de développer. C'est comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la définition de leurs objectifs, dans la mise en place. Et moi, ce que j'entends toujours de la part des équipes, c'est le tracking. Comment est-ce qu'on arrive à tracer pour être sûr que les objectifs qui sont pris ne sont pas simplement des objectifs comme ça, mais qui sont vraiment... Et c'est pour ça que l'une des pistes qui est d'avoir plus de rapports et plus de périodicité me semble effectivement quelque chose qui est très, très positif. Alors, les équipes chez moi ont été plus dubitatives sur l'idée de lier bonus et atteindre des objectifs RSE, avec un argument que je trouve intéressant qui est: est-ce que vous ne craignez pas que ça conduise à avoir plus de greenwashing? Est-ce que vous ne craignez pas que, parce que vos objectifs de personnel financiers sont liés à l'atteinte des objectifs verts, eh bien, il y ait la définition, que ces objectifs soient définis de manière un peu moins stricte ou un peu moins ambitieux pour permettre d'avoir le plus possible de bonus. Antoine, effectivement, à la BNP, vous avez des objectifs, les bonus sont liés à des objectifs sur ESG. Est-ce que vous pouvez l'expliquer et comment vous réagissez à ce que vient de dire Ambroise? Alors, je pense que le risque souligné par Ambroise Fayol est très réel. Il est tout à fait... et c'est un sujet qui est absolument majeur, mais on peut retourner ce risque pour l'utiliser en positif. C'est-à-dire que chez nous, le fait qu'on ait intégré des facteurs, puisqu'on a intégré, on a une raison d'être, on a intégré dans notre raison d'être les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et donc on a intégré dans le calcul de nos rémunérations différées des objectifs liés aux objectifs de développement durable de l'ONU. Bon, et effectivement, on s'est dit, mais au fond, tout le monde va nous dire, vous vous donnez des objectifs faciles, vous les atteignez facilement, et donc vous êtes en train, en fait, de vous sécuriser. Alors ça concerne quand même un nombre de cadres assez important. Chez BNP Paribas, c'est 7000 cadres qui sont concernés par cet alignement. Et donc, en effet, vous êtes en train de vous faire un truc facile et une forme de greenwashing. Et donc, notre CEO, Jean-Laurent Bonnafé, s'en est servi pour déclencher effectivement, comme le disait François Villeroy de Galhau tout à l'heure, avec la direction des risques, un travail massif d'intégration de critères ESG
extrêmement solide et extrêmement robuste, qui est actuellement en train d'être mené chez BNP Paribas et qui est probablement, je dirais, avec notre transformation digitale, le plus grand chantier de transformation qui existe actuellement chez BNP Paribas et qui a comme objectif d'introduire à côté de nos critères de solidité financière sur les crédits, des critères de notation environnementale et sociale qui soient en effet des critères d'une très grande robustesse et qui soient le moteur de critères qui vont être des critères incontestables. Et donc je donne quand même 2 exemples concrets de ce qu'on est en train de faire. On est en train de mener un programme qui s'appelle l'ESG Action Plan, enfin peu importe comment il s'appelle, mais qui est un programme qui est vraiment destiné à intégrer à côté de notre notation classique une nouvelle forme de notation qui va être une notation avec des critères climat, avec des critères environnement et biodiversité, avec des critères droits sociaux et droits humains, avec des critères impact social et impact sur les communautés, et avec des critères de gouvernance, l'ensemble de notre portefeuille de crédit. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces notes ne vont pas pouvoir se compenser l'une l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir être très bon sur les droits humains et totalement nul sur le climat, parce que ça ne peut pas marcher. Donc vous voyez qu'en termes de collecte d'informations, en termes d'intégration dans nos chaînes de décision, en termes d'informatique, on est en train de, évidemment, ça va supposer en bout de chaîne des développements IT très importants. Donc vous voyez que c'est un élément majeur de transformation des processus de décision de la banque. Pour l'instant, on est en train de le faire sur les clients les plus stratégiques, les plus importants, parce que ce sont eux qui ont l'impact environnemental et social le plus fort. Mais évidemment, à terme, ça va être de descendre sur la taille des clients. Et puis le deuxième élément qui est important, c'est que bien sûr, il faut traiter ce sujet client par client, mais il faut aussi le traiter avec une vision globale du portefeuille. Et donc, on est en train de travailler aujourd'hui, on fait partie de quelques banques qui se sont lancées dans un exercice qui s'appelle PACTA et qui est un exercice de construction d'un dispositif de l'alignement de l'ensemble de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris et aussi, évidemment, un dispositif qui va être très utile dans l'analyse de nos risques liés au climat. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? On va prendre l'ensemble de nos clients et on va comparer la trajectoire à 5 ans de chacun de ces clients par rapport à la trajectoire de son secteur qui lui permet d'atterrir sur les objectifs de l'accord de Paris. Et ça va déterminer nos décisions de financement. On ne financera pas du tout, plus ou moins, selon que le client est déjà dans la bonne trajectoire, que en fait, l'essentiel de ce qu'on lui prête sert à se mettre dans la bonne trajectoire, ou qu'au contraire, on sent qu'il ne va pas du tout aller dans la bonne trajectoire, et donc on ne va pas du tout le financer. Et donc c'est comme ça qu'on est en train de transformer les choses. Et évidemment qu'il faut que très rapidement, l'ensemble des cas où il y a des rémunérations indexées sur des objectifs soient très fortement branchés sur ces éléments qui permettent d'avoir une forme une analyse très solide. Et je pense que s'il n'y a pas cette analyse, ça ne marche pas. Marie-Claire, je pense que Kering est un client de BNP, donc est-ce que vous aurez une bonne note ? Ça, je laisse BNP réagir, attention. Non, par rapport à votre commentaire, déjà, je trouve que c'est très bien que la BEI trouve que 5 des 6 propositions majeures sont intéressantes. Donc déjà, je pense que le groupe de travail peut être assez heureux. Sur les bonus, moi, je rejoins ce que dit Antoine, et j'ajouterais juste un élément, c'est que pour les salariés, c'est un facteur de motivation. Donc le risque zéro n'existe pas. Peut-être qu'au début, vous aurez un certain nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise, de managers, etc., qui tomberont dans ce bémol que vous mentionniez, monsieur. Après, je crois que globalement, les salariés aujourd'hui, et pour moi, ce qui est important, c'est que Worldwide souhaite avoir une entreprise qui est engagée sur ces sujets. Et donc que dans leur propre bonus ou dans leur propre part variable, plus globalement, on montre que, alors pour nous, par exemple, vendre des sacs
c'est super important, vendre des ceintures, c'est super important, mais que la façon dont ils sont produits ou la façon dont la boutique a été construite et on manage la lumière, etc., est aussi prise en compte. Je crois qu'au contraire, c'est un facteur de motivation des salariés, c'est un facteur de rétention des salariés et des bons dans des zones qui sont en tension et où on peut être en concurrence les uns et les autres. Et puis après, je dirais, c'est aussi la responsabilité des investisseurs de challenger les corporates. L'année dernière, pour la première fois avec nos collègues de la direction de financière, et on travaille vraiment chez Kering main dans la main, on a fait un premier roadshow ESG avec nos investisseurs les plus importants. Je peux vous assurer qu'un certain nombre sont rentrés dans le détail pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on mettait. Donc encore une fois, c'est aussi une responsabilité partagée. Mais je suis convaincue que BNP va nous mettre une super note, n'est-ce pas Antoine? Vous avez défini un compte de résultat environnemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors par rapport à ce que disait monsieur sur une des propositions du groupe, qui est d'avoir le bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, nous, il y a déjà quelques années, puisqu'on a rendu la première fois public notre outil, on a développé en fait un compte de résultats pour l'environnement, qui est un outil qui, bien évidemment, mesure l'empreinte carbone, mais mesure plus globalement notre empreinte environnementale, à la fois dans nos propres opérations, mais également tout au long de la supply chain. Pour faire très rapide, quand vous êtes dans une industrie comme la nôtre, 93% de notre empreinte environnementale et plus de 50% de nos émissions de carbone sont en delà de nos frontières légales. Donc si on est dans l'approche classique des PEF ou l'approche classique qui jusqu'à présent, et c'est déjà une première étape, est demandée par un certain nombre de régulations, on voit bien qu'on ne prend pas en compte en fait l'impact réel que nous avons sur l'environnement. Et donc par rapport à une autre mesure qu'on évoquait où il faut des stratégies de durabilité, au sein du groupe, ce compte de résultats pour lequel on a donné une valeur monétaire, pour vous illustrer, donc sur le carbone, on met en moyenne 70 € pour la tonne de carbone. On a construit en fait nos programmes, donc que ce soit sur le coton, sur l'approvisionnement en cuir, etc. Et on a pris l'année dernière un nouvel engagement qui est la neutralité carbone en fait à échéance de 2050, non seulement par rapport à nos propres opérations, mais également par rapport à notre supply chain. Donc pour nous, et beaucoup d'acteurs l'ont dit ce matin, si on veut avancer sur ces sujets-là, il faut mesurer son impact, il faut avoir des objectifs quantifiés et il faut être en capacité de les suivre. Et je crois que dans le bilan carbone, un des éléments, on le descend sur un seuil en fait des entreprises de 250 employés, etc. C'est très important parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, si on veut agir, il faut mesurer. Sinon, on n'arrive pas à suivre et ça me semble quelque chose en fait d'assez structurant dans les politiques environnementales. Merci beaucoup. Éric Lombard, vous allez présenter lundi vos projets en liaison avec le plan de relance du gouvernement et notamment sur les projets liés à l'environnement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous allez dire lundi? Oui, sous le sceau du secret et de la confidentialité, bien sûr. J'en profite pour saluer la ministre Olivia Grégoire, qui est en charge de l'économie sociale et solidaire, donc sur des thèmes évidemment, qui regroupent tout à fait ceux sur lesquels on travaille. Alors la contribution de la Caisse des dépôts au plan de relance qui a été annoncé hier par le Premier ministre, le Premier ministre a déjà spoilé ou divulgaché une partie du sujet en disant que ce serait 20 milliards d'euros. En fait, d'ailleurs, ce sera plus. Peut-être, et en étant sur des sujets très opérationnels, donner quelques éléments de la contribution qu'on aura notamment dans ce qui va être notre première priorité, nous aussi, la transition écologique et environnementale. Avec un premier sujet qui est la rénovation thermique des bâtiments. On sait que le bâtiment est une cause de réchauffement climatique considérable et nous allons mettre beaucoup de fonds propres et beaucoup de financement pour la rénovation thermique du logement social, un de nos sujets de prédilection évidemment, et des bâtiments publics aussi. Puisque, d'ailleurs ce matin, pardon, je reviens sur Louviers, mais on va financer la construction d'une nouvelle école qui sera évidemment une école qui en termes thermiques sera impeccable. Alors, je peux peut-être donner un chiffre puisque nous sommes à Giverny. On va participer à la rénovation thermique de 22 millions de mètres carrés de logements, c'est-à-dire 3 fois la surface de Giverny.
mais la surface en bureau et en logement. Donc c'est tout à fait considérable. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très utile, encore une fois, utile pour la planète et puis aussi pour la facture des personnes concernées. Deuxième sujet qui est très important, c'est que la Caisse a été très impliquée dans l'équipement en très haut débit, qui est un sujet sur lequel on a vite équipé les métropoles, mais on tarde un peu. D'ailleurs, il y a encore 8 millions de prises qu'on va mettre en place dans les 2 ou 3 années qui viennent sur le très haut débit. Il faut qu'on soit plus rapide dans la mise en place d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a déjà des prises sur les autoroutes pour recharger les Tesla. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait très rapidement à Vernon des prises pour recharger les Zoé. Sans faire de publicité à qui que ce soit, mais c'est un constructeur qui est très présent dans la vallée de la Seine. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler. On veut installer 50 000 prises à horizon très rapide, parce que la transition écologique et énergétique, c'est évidemment les mobilités. En termes de mobilité, les transports collectifs... Vous allez faire des choses aussi en matière hydrogène, enfin Alors, j'y viens. En matière de transport public, je passe beaucoup de temps, et c'est un des plaisirs de ma responsabilité, à être en contact avec les élus locaux. Il n'y a pas un élu qui travaille sur l'évolution de son système de transport public qui ne l'envisage avec des mobilités douces, c'est-à-dire de l'hydrogène, effectivement. Le prix du bus à hydrogène a été divisé par 3 au cours des 2 dernières années. Donc on voit bien que c'est des technologies qui bougent beaucoup. D'ailleurs, dans une sorte de compétition entre véhicules électriques, véhicules à hydrogène, quand on parle aux spécialistes, moi ce que j'entends le plus souvent, c'est on va voir. Et donc pour le moment, il y a des projets hydrogène, des projets électriques, des projets au gaz. Le gaz étant une énergie fossile, cher Ambroise, mais quand même moins polluante que d'autres. Voilà, en tout cas, il y a certains élus qui choisissent cela. Et donc, on va investir très fortement pour qu'il y ait plus de véhicules propres dans les mobilités, dans les transports publics. Et puis, la génération d'énergie, quelque chose qu'il ne faut évidemment pas oublier. Et donc, on va financer encore plus d'énergie propre, pour un montant qui va atteindre 9 gigawatts, c'est-à-dire de quoi fournir en énergie 11 millions de foyers, donc c'est tout à fait considérable. Et il faut qu'on puisse continuer à investir dans la génération d'énergie, évidemment, pour que même si nos entreprises, nos logements, nos transports consomment moins d'énergie, l'énergie produite soit une énergie propre. D'ailleurs, j'oublie pas, il y a quelque chose qui est important. Quand on parle de mobilité douce, si l'hydrogène est produite dans tel ou tel pays européen qui produit son électricité à base de charbon, c'est une énergie qui est très simple. Vous pensez à quel pays ? Non, mais voilà, on ne dit pas de mal des amis. Voilà, donc en France, on produit une énergie décarbonée, et donc quand on fait de l'hydrogène, quand on fait du véhicule électrique, eh bien, c'est non carboné de bout en bout. Et c'est les complexités que, évidemment, le public connaît bien de ces sujets. C'est de bien vérifier qu'on n'a pas l'illusion d'être dans la transition écologique énergétique, mais on l'est vraiment jusqu'au bout. Donc on va être très attentif à tout cela. Et sur cette contribution dont je parlais, nous allons mesurer, mois après mois, d'ailleurs le Premier ministre a annoncé hier la création d'un comité de suivi, l'impact de ce que nous faisons pour que réellement cette transition se fasse rapidement, puisqu'il y a urgence. Urgence parce que ça a un impact économique positif, et urgence évidemment écologique. Et ça, c'est une évidence. Vous êtes donc le groupe de travail adepte du comply or explain, donc appliquer ou expliquer le fait qu'on n'agisse pas par la contrainte. Est-ce qu'il ne faut pas certaines fois, enfin, il faut pas que les pouvoirs publics agissent par la contrainte certaines fois, dans certains cas? Je pense qu'on peut répondre à 2 voies. Que ce soit pouvoir public ou secteur privé et l'ensemble des parties prenantes, je pense que maintenant, il faut vraiment tous agir dans le même sens. Et vous mentionnez l'initiative Fashion Pact. Je pense que c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que dans ce cadre de ce G7 et porté par la France, il y a une véritable volonté, et on l'a vu, il y a eu des lois, par exemple, sur les invendus dans le secteur du textile. C'est devenu du réglementaire au niveau national. Maintenant, c'est extrêmement aussi important que les entreprises privées se mobilisent par elles-mêmes, parce que pas simplement nous, mais Antoine ou bon nombre d'entreprises qui sont dans la salle, on n'est pas juste français. On est très international. Et donc, quand on développe des politiques, qu'elles soient en matière environnementale, qu'elles soient sociales ou sur d'autres sujets, notre vision, et pardon, ça fait, mais c'est un peu le monde. Donc, c'est extrêmement important. Je dirais que par eux-mêmes et sans attendre la régulation,
on agisse et on travaille main dans la main. Éric Lombard. Les acteurs financiers ont un rôle important, puisque évidemment on peut subordonner nos financements ou le fait de détenir du capital à l'application d'une politique respectueuse de l'environnement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y aura toujours d'autres financiers moins vertueux, d'autres entreprises moins vertueuses qui vont continuer à faire de l'énergie à partir de charbon. Pardon, j'y tiens, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me paraît tout à fait important. Il y a aussi dans la RSE, évidemment, l'aspect social, donc avoir une politique sociale qui n'est pas adaptée. Et donc, il me semble que la contrainte d'ordre public est nécessaire. Et probablement, au fur et à mesure, on va se rapprocher du moment où l'urgence climatique va être encore plus prégnante. Je pense que cette contrainte va être demandée par les pouvoirs publics. D'ailleurs, on le voit bien dans le débat qui a émergé à la suite de l'annonce du plan de relance, où beaucoup d'acteurs ont dit mais il n'y a pas assez d'impératifs. En fait, il y en a beaucoup parce que nous, acteurs de ce plan de relance, nous allons exercer cette pression, mais je pense qu'il y aura besoin d'une pression réglementaire et législative. Ambroise ? Si je peux juste ajouter un mot, je pense que la pression, elle viendra beaucoup, vous l'avez dit d'ailleurs, elle viendra beaucoup des investisseurs. C'est que nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les investisseurs, pour soit d'excellentes raisons qui sont liées à leur volonté de pouvoir participer à des objectifs de RSE ou d'entreprises qui sont d'institutions qui sont très dédiées à cet objectif-là, soit pour de moins bonnes raisons, mais qui peuvent être très bonnes, qui est qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des actifs dont ils ne savent pas très bien comment ils vont évoluer en termes de valorisation dans les années prochaines. On constate que ça a un impact très lourd sur la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs qu'il faut mettre en place des stratégies ambitieuses en matière de RSE. Antoine ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marie-Claire sur la dimension internationale. C'est vrai le fait, pour le coup, d'avoir des grandes entreprises qui sont basées en France où la conscience environnementale est très forte, on a, je crois, que dans l'ensemble, on joue un rôle assez important pour propager de façon très efficace cette excellence française. Je prends quelques exemples. Effectivement, l'exemple du charbon, on a décidé, et c'est d'ailleurs l'ensemble des acteurs bancaires de la place, avec leur régulateur, pour le coup, la France a pris collectivement cette décision. En gros, en 2021, plus aucune banque française ne travaille avec une compagnie d'électricité qui n'est pas totalement sortie du charbon en 2030. Donc c'est en Europe et dans toute l'OCDE. Donc c'est si vous voulez, industriellement, dire à toutes les compagnies d'électricité de l'OCDE, si vous n'avez pas un plan industriel validé, véritable, qui vous fait avoir 0 charbon en 2030, on sort de votre financement maintenant. C'est quand même quelque chose de très fort et de très contraignant. Et par exemple, en Pologne, BNP Paribas est une banque importante, on a 3 millions de clients là-bas, et on est déjà sorti de toutes les compagnies d'électricité parce qu'on a la conviction qu'aucune de ces compagnies d'électricité ne sera à 0 charbon en 2030. Ça, et quand même, ça fait réfléchir les gens. Quand un acteur comme nous sort en Asie ou en Pologne ou dans d'autres pays des compagnies, on est souvent la première banque à aller voir ces gens en leur disant « Écoutez, là, ça ne va pas, donc soit vous changez, soit on sort ». Autre exemple, en 2017, on est sorti de tous les spécialistes du gaz de schiste, et ça a une conséquence très importante aux États-Unis. Or, aux États-Unis, on est très présent, on a 25 000 personnes, et évidemment, tout le monde n'est pas dans le gaz de schiste, loin de là, mais on est une banque importante dans ce pays-là, et quand on a dit qu'on ne finançait plus les spécialistes du gaz de schiste à l'époque, les gens nous ont dit « mais vous êtes complètement cinglés ». Et on a dit « on le fait ». Et 3 ans après, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis est en difficulté. Et donc la décision écologique qu'on a prise il y a 3 ans, qui était fondée par des arguments écologiques, est 3 ans après une décision
qui s'avère fondée sur le plan économique. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, la demande globale de la société, la façon dont les prix, le prix du carbone, la façon dont tout se construit, nous emmène d'une manière chaotique, avec des hauts et des bas, mais d'une certaine manière inexorable, vers une économie qui va être sortie du jeu chaque fois qu'elle ne sera pas suffisamment écologique. Et ça, je sais, ça peut sembler un peu optimiste comme signal, mais je crois que les éléments de cette transformation sont en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Merci pour la qualité. Merci à vous tous. Merci.